Bonjour, on va parler aujourd'hui de longueur chronique stable, c'est-à-dire l'angine de poitrine. Il s'agit d'un cours destiné pour les étudiants de 4e année médecine dans le cadre du module de cardiologie. Mais avant, je vous présente les objectifs pédagogiques du cours et le plan du cours. Pour les objectifs pédagogiques, l'étudiant doit être capable de diagnostiquer longueur d'effort et longueur de prince métal, planifier la prise en charge. L'étudiant doit être aussi capable d'argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. Pour le plan du cours, donc on divise le cours en deux parties, longueur stable et longueur spastique de prince métal. Pour longueur stable, donc on va commencer par généralité, définition, puis on passe au diagnostic positif avec la forme typique, la forme atypique et l'ischémie silencieuse, puis on passe à l'examen clinique avec les examens complémentaires, l'évolution pronostique et le diagnostic différentiel, et on termine par le traitement. La dernière partie du cours, c'est longueur de prince métal. Il faut savoir que la prévalence de la maladie coronarienne est nettement augmentée ces dernières années en Algérie et dans le monde, en raison de la modification du mode de vie. Donc l'angine de poitrine et la manifestation clinique se forment de syndrome douloureux thoracique d'un déséquilibre réversible. Un déséquilibre réversible entre les apports et les besoins myocardiques en oxygène, responsable d'ischémie myocardique. Donc, l'angine de poitrine est la conséquence d'un déséquilibre qui est réversible entre les apports et les besoins myocardiques en oxygène. Donc, quelles sont les conséquences de l'ischémie myocardique? Ce qu'on appelle la cascade ischémique. Donc, l'ischémie myocardique va entraîner par ordre chronologique un passage du myocarde au métabolisme anaérobie. Donc, passage du myocarde au métabolisme anaérobie. Puis, il y a une altération de la relaxation myocardique, c'est-à-dire la dysfonction diastolique, qui se traduit sur l'échocardiographie par augmentation des pressions de remplissage. Puis, il y a une dysfonction systolique, c'est-à-dire altération de la contractilité myocardique, c'est-à-dire soit hypokinésie ou akinésie. Donc la dysfonction diastolique et la dysfonction systolique, on peut les détecter par l'échocardiographie ou l'IRM. Si l'ischémie persiste, il y a des modifications électriques à l'ECG, c'est-à-dire l'apparition des troubles de repolarisation, c'est-à-dire modification des segments ST et des ANT. Donc si l'ischémie persiste toujours, il y a l'apparition de la douleur thoracique, c'est-à-dire longueur. Donc longueur survient quelques minutes après le début de l'ischémie myocardique. Donc on passe un petit rappel sur l'anatomie coronaire. Donc le réseau coronaire naît au niveau de la partie initiale de l'aorte, exactement au niveau du sinus de Valsalva. Il existe deux artères coronaires. Donc l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche. L'artère coronaire gauche a une taille plus importante par rapport à la taille de l'artère coronaire droite. Donc on a l'artère coronaire gauche et l'artère coronaire droite. Donc l'artère coronaire gauche se divise rapidement après un tronc commun en artère interventriculaire antérieure et l'artère circonflexe. Donc l'artère interventriculaire antérieure donne les artères diagonales et les septales. Et l'artère circonflexe donne les artères marginales. L'artère coronaire gauche assure la vascularisation du ventricule gauche et l'artère coronaire droite assure la vascularisation du ventricule droit et la partie inférieure du ventricule gauche. Donc l'ischémie myocardique est définie par un déséquilibre entre les besoins et les apports en oxygène au niveau du myocarde. À l'état normal, il existe un équilibre entre les apports en oxygène et les besoins. Donc les apports sont en fonction de la différence artério-veineuse et le débit coronaire, et les besoins sont en fonction de la fréquence cardiaque, la contractilité myocardique et la tension pariétale. Donc lorsqu'il y a un déséquilibre entre les apports et les besoins, c'est-à-dire soit augmentation des besoins ou diminution des apports, il y a une apparition de l'ischémie myocardique. L'angine de poitrine est par définition la douleur intermittente consécutive à l'apparition de cette ischémie myocardique.
stable, c'est-à-dire sans évolutivité dans le temps. C'est-à-dire la fréquence et la durée des crises sont similaires. Donc l'angine de poitrine est la traduction clinique de l'ischémie myocardique. Donc pour les étiologies, on peut les classer en deux grandes catégories selon le mécanisme. Donc on a les ongoles secondaires à la réduction du calibre des artères coronaires et on a les ongoles fonctionnels. Pour la première catégorie, l'athyrome représente l'étiologie principale. Les autres étiologies sont rares. On a le spasme coronaire, c'est-à-dire l'ongole de présmétal, qui peut survenir sur des artères saines ou sur des artères athyromateuses. On a les ongoles secondaires à des anomalies congénitales des artères coronaires, c'est-à-dire anomalies d'implantation des artères coronaires. Et on a les ongoles secondaires au coronarite inflammatoire. C'est le cas du coronarite ostial syphilitique et le coronarite postradique et le coronarite inflammatoire secondaire, c'est-à-dire le lupus ou Takayashi. Pour l'ongole fonctionnel, il faut savoir que l'ongole fonctionnel correspond à une ischémie myocardique sans lésion coronaire. Donc l'ongole fonctionnel peut être secondaire soit à l'augmentation des besoins, c'est le cas de rétrécissement aortique serré et les cardiomyopathies hypertrophiques, soit à la diminution des apports, c'est le cas de l'anémie et l'insuffisance aortique sévère, soit secondaire à la diminution des apports et augmentation des besoins, c'est le cas de tachycardie et des états de choc. Diagnostic positif. Il faut savoir que le diagnostic il est clinique. Il repose sur l'interrogatoire. Deuxième point, la douleur typique ne pose aucun problème de diagnostic différentiel. Il existe trois cas de figure dans la forme typique, la forme atypique et l'ischémie silencieuse. Pour la douleur thoracique angineuse typique, c'est une douleur à l'effort, typiquement à la marche. Le CS est rétrosternal en bas, c'est-à-dire thoracique antérieur entre les deux seins. Les irradiations généralement vers les deux membres supérieurs et la mâchoire. Le caractère, c'est une douleur constrictive, intense et angoissante. C'est une douleur qui disparaît à l'arrêt de l'effort ou à la prise de trinitrile, généralement quelques minutes. La douleur est disparue après quelques minutes de la prise de trinitrile ou à l'arrêt de l'effort. Donc on peut classer l'ongole en 4 stades de sévérité croissante selon la classification de la Société canadienne de cardiologie. Classe 1, pas d'ongole pour l'activité physique normale. Stade 2, la classe 2, c'est un ongole pour l'activité physique normale. Classe 3, il y a une limitation de la vie quotidienne. Et classe 4, c'est un ongole au moins d'effort ou au repos. Donc on passe au deuxième cas de figure, c'est-à-dire la forme atypique. Pour le douleur thoracique angineuse atypique, il est plus fréquent chez les sujets âgés, chez les femmes et les sujets diabétiques. Donc il est atypique soit par son siège, c'est-à-dire siège épigastrique ou dorsal, soit par les circonstances de survenue, peut-être la douleur peut être postprandiale. Parfois, il est à type de bloc-pnée, c'est-à-dire impossibilité de vider l'air lors de l'expiration. Parfois, à type de palpitation, ça signifie qu'il existe des troubles de rythme. Parfois, il est à type de dyspnée d'effort. Donc, l'ongole est typique, c'est-à-dire le diagnostic est certain. Si 3 caractéristiques suivantes sont présentes, c'est-à-dire douleur rétrosternale provoquée par l'effort ou par l'émotion disparaît au repos ou à la prise de dérivinitré. Donc la douleur est atypique s'il existe 2 des 3 caractéristiques citées auparavant. Mais dans tous les cas, la survenue de symptômes qui disparaissent à l'arrêt de l'effort a une grande valeur diagnostique. Donc on passe
à la troisième cas de figure, c'est-à-dire l'ischémie silencieuse. Donc l'ischémie myocardique peut être parfois complètement indolore, dans environ à peu près 2% des cas, en particulier chez les sujets diabétiques, du fait de neuropathie, c'est-à-dire l'altération du système neurovégétatif. Pour cette raison, il y a des indications de dépistage de l'ischémie silencieuse chez les sujets diabétiques, généralement par épreuve d'effort. Donc on passe à l'examen clinique. L'examen clinique est normal dans la plupart des cas, mais il doit rechercher d'autres localisations d'attirance par palpation ou auscultation, la palpation des peaux et l'auscultation des axes vasculaires. Il cherche aussi des arguments en faveur des diagnostics différentiels, c'est-à-dire dissection de l'aorte, péricardite, embolie pulmonaire et pneumothorax. Il cherche aussi les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc on passe aux examens complémentaires. Donc on va commencer par l'ECG, c'est-à-dire l'ECG de repos. Donc pour l'ECG, on a l'ECG intercritique, c'est-à-dire en dehors des crises, et l'ECG percritique, c'est-à-dire pendant les crises. Pour l'ECG intercritique est souvent normal. Parfois, il y a une persistance du trouble de repolarisation. Parfois, il existe des séquelles d'IDM, c'est-à-dire les ondes de nécrose. Pour l'ECG percritique est souvent anormal. Dans 90% des cas, il y a des modifications de la repolarisation, c'est-à-dire des segments ST et des anti. Se traduit soit par un sous-décalage du segment ST, c'est-à-dire lésions sous-endocardiques, ou des anti-négatives et pointis, c'est-à-dire ischémie sous-épicardique. Le CG permet aussi de préciser la topographie du territoire ischémique. Donc on voit sur cette image une ischémie sous-épicardique, une ischémie sous-épicardique antéro-septo-apical. Donc on voit les antinégatives de V1 à V5, donc V1, V2, V3, V4 et V5. Deuxième image, c'est une ischémie sous-épicardique antérieure. Donc les antinégatifs de V1 à V6, donc négatifs en V1, V2, V3, V5, V3, V4, V5 et V6. Troisième image, c'est une ischémie postéro-inférieure et apicolatérale. Donc postéro-inférieure, les antinégatifs en D2, D3 à VF et apicolatéral, donc les antinégatifs en V4, V5 et V6. La dernière image, c'est une lésion sous-endocardique. Donc on voit le sous-décalage du segment ST de V3 à V6. Donc V3, V4, V5 et V6. ECG normal, pas de sous-décalage, et ECG avec sous-décalage. Donc toujours dans les examens complémentaires, donc on passe aux tests d'ischémie. Dans les tests d'ischémie, on a les tests fonctionnels et les tests morphologiques. Pour les tests fonctionnels, on a l'ECG d'effort, l'échocardiographie de stress, la scintigraphie myocardique et l'IRM de stress. Pour les tests morphologiques, on a le scanner coronaire, c'est-à-dire le coroscan, et la coronarographie. Donc les tests fonctionnels consistent à provoquer une ischémie soit par l'effort physique ou pharmacologique et à dépister cette ischémie grâce à l'ECG ou avec une méthode d'imagerie, c'est-à-dire l'échocardiographie, la scintigraphie myocardique ou l'IRM cardiaque. Donc les méthodes d'imagerie sont plus sensibles et plus spécifiques que l'ECG d'effort. Ils permettent aussi de localiser l'ischémie. Pour les tests morphologiques, permettent d'étudier l'anatomie coronaire, permettent aussi de rechercher les calcifications et les sténoses. Donc pour l'épreuve d'effort, c'est-à-dire l'ECG d'effort, il consiste à enregistrer l'ECG pendant un effort pour reproduire les conditions d'ischémie, c'est-à-dire reproduire une situation d'augmentation des besoins d'oxygène pour démasquer une ischémie myocardique. L'effort se fait soit sur une tapis ou bicyclette. Donc une épreuve d'effort est considérée comme positive s'il y a une apparition d'une douleur angineuse ou des modifications électriques, c'est-à-dire ce décalage du segment ST supérieur au moins
sur au moins 1 mm d'amplitude pendant au moins 0,08 secondes. Il faut savoir que ce décalage de segment ST n'a pas de valeur localisatrice, contrairement au sus-décalage du segment ST. C'est un tracé d'épreuve d'effort positif qui montre un sus-décalage qui dépasse 1 mm sur une durée plus de 0,08 secondes. Donc on passe à l'échocardiographie de stress. Donc le stress, il est soit physique, effort, ou pharmacologique, c'est-à-dire la deux vitamines. Donc on compare la cinétique segmentaire du ventricule gauche au repos et à l'effort. Donc les parois normales sont normocontractiles, mais en cas d'ischémie, il y a une diminution de la cinétique, c'est-à-dire soit akinésie ou hypokinésie. En plus de diagnostic, l'écho de stress permet de localiser le ou les territoires ischémiques. Donc on passe à la scintigraphie myocardique. Donc le patient fait un effort, soit physique ou pharmacologique, avec injection de l'isotope. Donc l'isotope se fixe sur les zones normaux perfusées, mais ne se fixe pas sur les zones ischémiques, c'est-à-dire sur les zones mal perfusées. Donc on passe au test morphologique. Donc on va commencer par le scanner coronaire, c'est-à-dire le coroscanner. Donc le coroscanner permet de détecter les sténoses coronariennes sans renseignement sur leur caractère fonctionnel, à la différence des tests fonctionnels. Le coroscanner présente une très bonne valeur prédictive négative, donc un excellent examen pour éliminer une maladie coronarienne. Donc toujours dans les tests morphologiques, on passe à la coronarographie. La coronarographie, c'est un examen invasif. Elle consiste à une opacification directe des artères coronaires par cathétérisme rétrograde à partir d'une artère périphérique, soit l'artère fémorale ou radiale. Donc la coronarographie permet une description du lait coronaire, c'est-à-dire recherche les artères sténosées, permet d'étudier la qualité du lit d'aval et l'importance de la circulation collatérale. Donc les autres examens. Donc on va commencer par l'échocardiographie Doppler. L'échocardiographie Doppler est systématique devant un patient qui présente une angor chronique stable. Le but de l'échocardiographie est d'apprécier la fonction ventriculaire gauche et de rechercher les troubles de la cinétique segmentaire. Pour le bilan biologique, est obligatoire aussi en cas d'angor stable. Donc on va réaliser une glycémie binolipidique avec la fonction rénale. Il faut savoir que le choix du test d'ischémie dépend des habitudes de chaque service, des moyens à disposition et des caractéristiques du patient. Donc l'évolution est imprévisible avec un risque de syndrome coronarien aigu, insuffisance cardiaque et risque aussi de mort subite. Risque de mort subite secondaire aux troubles de rythme, surtout la fibrillation ventriculaire. Donc le diagnostic différentiel ne se pose pas devant une douleur angineuse typique, mais devant une douleur angineuse atypique, c'est-à-dire angor atypique. Le diagnostic différentiel se pose avec les autres causes de douleurs thoraciques, c'est-à-dire les douleurs pariétales, les spasmes œsophagiens, les douleurs abdominales et aussi les douleurs rhumatismales. Mais il ne faut jamais oublier devant une douleur thoracique prolongée les grandes urgences vitales, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde, la péricardite aiguë, la dissection de l'aorte et les pathologies pulmonaires, c'est-à-dire l'embolie pulmonaire et le pneumothorax. Donc on passe au chapitre traitement. Donc les objectifs du traitement sont soulager les symptômes, stabiliser la plaque d'attirant et réduire la morbimortalité cardiovasculaire.
c'est-à-dire éviter l'évolution vers le syndrome coronarien aigu et le décès. Donc dans le traitement, on a deux volets. Traitement de la crise, deuxième volet, traitement du fond. Pour le traitement de la crise, je repose sur 3 points. Arrêt de l'effort, la prise de dérivés nitriques, la prise de dérivés nitriques d'action immédiate. Troisième point, c'est la consultation en urgence en cas de persistance de la douleur pendant plus de 15 minutes. Donc on passe au deuxième volet du traitement, c'est-à-dire le traitement de fond. Donc le traitement de fond associe contrôle des facteurs de risque, traitement anti-ischémique et la revascularisation myocardique. La revascularisation soit par angioplastie percutanée ou pontage aorto-coronaire. Pour la première point du traitement du fond, c'est-à-dire la correction des facteurs de risque, elle est essentielle et représente une partie importante du traitement. Donc il faut arrêter du tabac, il faut une activité physique régulière, traitement de l'HTA, correction de la dyslipidémie et équilibration du diabète. Donc après le contrôle des facteurs de risque, on passe au traitement anti-angineux, c'est-à-dire le traitement anti-ischémique. Donc le but du traitement anti-ischémique est de diminuer la consommation de l'oxygène par le myocarde. Donc dans le traitement anti-ischémique, on a les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques et les dérivés nitriques. Donc on donne toujours les bêta-bloquants en première intention, en absence de contre-indication. Si les patients restent toujours symptomatiques, donc on peut associer soit les inhibiteurs calciques ou les dérivés nitriques. Donc avec le traitement anti-angineux, on donne toujours les anti-agrégants plaquettaires. Donc on va commencer toujours par l'aspirine. En cas de contre-indication à l'aspirine, on donne clopidogrel. Donc on passe à la revascularisation. Donc la revascularisation se fait soit par angioplastie ou par un pontage aorto-coronaire en fonction de lésions coronariennes. Donc le choix de la technique dépend du siège et de l'étendue des lésions. Donc la première image, c'est une image coronarographique qui montre une stimulation serrée de l'artère interventriculaire antérieure. Donc on fait une dilatation avec la mise en place d'un stent au niveau de la lésion. Donc on voit la lésion après la dilatation et la mise en place du stent. Troisième image, c'est une image d'un pontage aorto-coronaire. Donc on voit le pontage entre les artères mammaires et les artères coronaires. Donc on passe à l'ongor spastique de Prinzmetal. C'est une forme d'ongor liée à un spasme coronaire, touche surtout les sujets. Il existe une association fréquente entre l'ongor spastique et certaines maladies, comme phénomène de Raynaud, l'asthme et la migraine. Sur le plan physiopathologique, il existe un spasme, c'est-à-dire une vasoconstriction coronaire qui est brutale et importante, conduisant à l'ischémie myocardique. Sur le plan clinique, l'ongor spastique de Prinzmetal se traduit par une douleur angineuse typique, généralement spontanée, sans facteur déclenchant, mais à horaire fixe, le plus souvent la deuxième moitié de nuit. Les signes associés à la douleur, palpitations, lipothymie et syncope. Donc ces signes sont en rapport avec le trouble de rythme. Donc on passe aux examens paracliniques. Donc le CG péricritique, il montre typiquement un susdécalage du segment ST. Parfois, il y a des troubles de l'excitabilité à l'étage ventriculaire, c'est-à-dire les extrasystoles ventriculaires. Mais le CG intercritique est souvent normal. Pour l'haltéro-CG, c'est l'examen clé du diagnostic. Il permet de mettre en évidence les épisodes de susdécalage transitoire du segment ST. Donc on passe au test fonctionnel, c'est-à-dire l'épreuve d'effort, souvent normal. Mais la coronarographie permet d'éliminer une lésion organique. Il est rare d'observer un spasme coronaire, mais on peut provoquer le spasme lors du test omitagien. Donc pour le traitement, donc il faut arrêter le tabac, on donne les dérivés nitriques pour le traitement de la crise et les inhibiteurs calciques pour le traitement du fond. Donc dans l'ongor spastique de Prinzmetal, les bêta-bloquants sont contre-indiqués. Merci de votre attention et bon courage.